Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire absolument incroyable d'Hassan al-Wazan. Sa vie, c'est un peu le miroir du grand choc des civilisations du début du XVIe siècle. On parle d'un voyageur, d'un érudit, d'un captif, bref, un destin qui s'est joué, comme ça, sur les rives toujours changeantes de la Méditerranée. Et cette phrase, «J'avais ton âge, mon fils, et plus jamais je n'ai revu Grenade». Waouh! Rien que ça résume tout en fait. Ça pose direct les thèmes qui vont marquer sa vie. L'exil, bien sûr, la mémoire et la perte d'un monde. Et pour bien comprendre, il faut revenir au point de départ, à ce paradis qui était sur le point de disparaître. On est donc à Grenade, toute fin du XVe siècle. Il faut s'imaginer un véritable joyau de culture, de poésie, de savoir. Mais voilà, tout cet éclat est super fragile, et il y a comme une ombre qui plane, des signes qui annoncent la chute imminente. Et c'est dans cette ambiance un peu crépusculaire que le jeune Hassan grandit. Le contraste est saisissant. D'un côté, on a l'angoisse de tout un peuple, une inondation par exemple, que tout le monde voit comme un avertissement divin, et de l'autre, l'aveuglement total du sultan, qui lui se noie dans le vin et la poésie. Et au milieu de tout ce chaos, qu'est-ce qui reste dans la mémoire d'un enfant? Des souvenirs hyper vifs. Par exemple, le goût de la marouzia, cet agneau au miel pendant sa fête de circoncision, sans doute la dernière grande fête avant la fin. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que le royaume se fissure de l'intérieur, bien avant d'être attaqué de l'extérieur. Cette diapo, elle illustre ça parfaitement. On a d'un côté le cheikh Astarfirullah, pour qui toute idée nouvelle est une hérésie, et de l'autre le médecin Abu Khamr, qui lui est persuadé que le salut viendra de la science. Deux visions du monde qui s'affrontent violemment, complètement aveugles à la menace qui est juste là, à leur porte. C'est ça le drame de Grenade. Et forcément, dans cette quête un peu désespérée de solutions, on tombe sur une anecdote qui est à la fois tragique et comique. Elle montre bien à quel point Grenade était complètement déconnectée de la réalité de la guerre moderne. La question se pose alors, il faut imaginer la scène qu'on peut suivre ici point par point. D'abord, Abou Kamar qui expose fièrement son canon, le symbole du salut par la science. Ensuite, la foule vient admirer la chose. Sauf que le problème, il devient vite évident. Il n'y a ni boulet, ni poudre, et surtout pas d'artilleur. Le canon, il finit par être discrètement emporté à l'Alhambra, et on n'en entend plus jamais parler. C'est toute la tragédie de Grenade résumée là-dedans. L'ambition sans les moyens, le rêve qui se fracasse contre la réalité. Et puis, ce qui devait arriver arrive. Grenade tombe. Pour la famille d'Hassan, c'est le début de l'exil. Direction Fès, une ville qui bouillonne, pleine de promesses. Mais c'est aussi une ville dure, où les dangers et la maladie rôdent. Et puis, ils ne sont pas seuls. Il y a des milliers d'Andalous comme eux qui doivent tout recommencer à zéro. La société de Fès, à cette époque, est vraiment fascinante. Prenez les portefaix, par exemple. À première vue, on pourrait se dire que ce sont de simples manœuvres. Mais en réalité, c'est une corporation incroyablement organisée, très solidaire. Ils sont la colonne vertébrale du commerce et leur parole, elle fait loi. Leur code d'honneur est tellement respecté que même le sultan leur accorde des privilèges uniques. C'est un véritable état dans l'état en fait. Et dans ce désarroi de l'exil, la mère d'Hassan, Salma, elle va chercher des réponses ailleurs, dans le monde de l'invisible. Elle consulte des voyantes, des astrologues, elle s'aventure dans l'univers un peu étrange des confréries mystiques. C'est un aperçu assez poignant de ce que le déracinement peut provoquer, un mélange de foi, de superstition, de désespoir, juste pour essayer de trouver un sens à tout ce chaos. Puis, le monde d'Hassan va s'élargir considérablement. Il accompagne son oncle, qui est diplomate, et là, il découvre un continent entier. Et à travers ce monde immense, il va apprendre une leçon assez brutale. Les empires, comme les hommes, ils sont fragiles et ils sont mortels. Ce voyage, c'est une véritable odyssée. Chaque étape lui révèle un monde en pleine mutation. Séguelmès, qui était autrefois une grande cité, n'est plus qu'un champ de ruines. Tombouctou, à l'inverse, c'est une explosion de vie, de culture. Et puis, il y a le Caire, la plus grande ville de l'islam, mais une ville qui est en train d'agoniser, rongée de l'intérieur. Et ce tableau, il résume parfaitement la gestion de crise version mamelouk. Face à la peste, facile, le sultan porte 2 bagues en rubis pour se protéger. Pour financer l'armée, on saisit l'équipement des veuves. Et face à la famine, on exporte le blé pour le vendre plus cher ailleurs. Hassan, il arrive au Caire juste à temps pour voir le spectacle de cet effondrement en direct. Et là, le destin d'Hassan bascule, mais de façon complètement spectaculaire. Alors qu'il rentre de son voyage, son navire se fait attaquer par des pirates chrétiens. Fini l'Afrique, fini le monde de l'islam. Le voilà en route vers une destination qu'il n'aurait jamais aimé, alors jamais pu imaginer. Rome. Normalement, sa capture, ça aurait dû être l'esclavage ou la mort. Mais son savoir, c'est sa véritable richesse, sa monnaie d'échange. Et le pape de l'époque, Léon X, un Médicis, est bien assez malin pour reconnaître la valeur d'un esprit aussi brillant, même chez un captif.
Du coup, au lieu de le jeter au fer, il en fait son protégé. C'est le moment clé de sa transformation. L'homme de Grenade, le voyageur de Fès, le diplomate du Caire, il devient Léon l'Africain. Un nouveau nom, une nouvelle foi, une nouvelle identité, qui lui sont donnés par l'homme le plus puissant de la chrétienté. Il devient, en quelque sorte, un pont vivant entre deux civilisations. Et quelle rencontre! Il faut s'imaginer la scène. Raphaël, l'un des plus grands génies de son temps, lui demande ça. Cette simple question, elle révèle le fossé culturel immense qu'il est en train de franchir. D'un monde où la représentation des humains est interdite, il est projeté au cœur même de la Renaissance. C'est fou d'imaginer ça. Léon est aux premières loges de cet échange incroyable entre deux mondes. Et tragiquement, l'histoire se répète. Après Grenade, après le Caire, Léon assiste à l'effondrement d'un troisième monde, Rome. Il se retrouve à nouveau prisonnier, cette fois au château Saint-Ange, juste à côté du pape, pendant que la ville est mise à sac. C'est incroyable, sa vie est une succession de civilisations qui s'écroulent littéralement sous ses yeux. Au final, le parcours de Léon l'Africain nous laisse avec cette question, qui est fondamentale. Son identité a été forgée par la perte, par l'exil, par une réinvention forcée. Sa véritable patrie, finalement, ce n'était peut-être ni une ville, ni une religion. C'était sa curiosité insatiable, sa capacité à observer et à raconter. Et c'est ça qui lui a permis de nous laisser une œuvre qui, aujourd'hui encore, nous éclaire sur ce monde à la fois si lointain et, par certains côtés, si étrangement familier.